Bonjour Sarah El Haïry, merci beaucoup d'être avec nous dans le 9-12. Vous êtes ministre en charge de la jeunesse et de l'engagement et en plateau avec nous Julien Arnaud du service politique de TF1 LCI. Les Français sont prévenus, le gouvernement va frapper au porte-monnaie ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires. Ce sera le cas en entreprise et l'amende sera très élevée. C'est ce qu'a annoncé sur LCI ce matin la ministre du Travail. Je souhaite un système qui soit plus rapide et donc plus dissuasif en permettant à l'inspection du travail de pouvoir prononcer des sanctions sans attendre la procédure judiciaire. Donc on va introduire un amendement dans le projet de loi qui sera discuté la semaine prochaine, en prévoyant la possibilité pour l'inspection du travail de prononcer des sanctions jusqu'à 1 000 € par salarié dont la situation n'est pas conforme, jusqu'à 1 000 €, jusqu'à 1 000 € par salarié dont la situation n'est pas conforme, dans la limite de 50 000 €. Jusqu'à 1 000 € d'amende par salarié, vous y allez fort. Est-ce vraiment nécessaire? Vous savez, aujourd'hui, notre ennemi a toujours été le même, c'est le virus. Et toutes les mesures que nous prenons, même quand elles sont restrictives, même quand elles touchent au porte-monnaie, c'est pour lutter contre ce virus. Maintenant, la grande majorité des entreprises, elles jouent le jeu. Soyons honnêtes, personne n'a envie d'avoir un cluster dans sa boîte, personne n'a envie de voir sa boîte s'arrêter ou se ralentir. Et donc, tout le monde est plutôt instaurer une nouvelle amende? Parce qu'il y a une minorité. Il y a une minorité de récalcitrants qui, pour le coup, volontairement ne souhaitent pas mettre en œuvre les mesures posées par le gouvernement. Ces mesures, c'est quoi? C'est pour ralentir cette crise aujourd'hui, qui est une nouvelle vague, qui implique 2 variants en même temps, le Delta et l'Omicron. Alors on fait quoi? Oui, on prend des mesures nécessaires. Pour certains, pas assez. Pour d'autres, beaucoup trop. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce sont des mesures nécessaires. Et dedans, il y a le télétravail. 3 jours minimum, 4 jours idéalement si on le peut, pour les métiers qui le peuvent. Encore une fois, pourquoi? Parce que ça permet de moins se rencontrer au sein de l'entreprise et donc du coup, de plus se protéger dans un moment où on a 2 Français qui se contaminent par seconde. Eh bien, quand on ne respecte pas ces règles du jeu, oui, demain, il y aura des contrôles et ces contrôles amèneront des amendes et moi j'en suis ravie. À votre avis, pourquoi il y a des récalcitrants? Est-ce vraiment des gens qui se moquent du virus, qui se moquent de l'épidémie? Est-ce que ce ne sont pas des patrons qui disent attention, nous le télétravail, c'est impossible, il en va de la survie de l'entreprise, il en va des emplois de mes salariés? Et du côté des salariés, est-ce que ce n'est pas des gens qui disent physiquement, moralement, je ne peux pas faire le télétravail? Est-ce que quand la vie des Français est en jeu, leur emploi est en jeu, est-ce que ça a du sens de passer par la menace? Vous savez, je crois que jamais on a eu un État aussi protecteur, jamais, dans toute notre histoire. Qui a mis en place ce énorme bouclier contre le Covid, qui a protégé tous les emplois, 100 milliards de plans de relance, le chômage partiel, le fonds d'indemnité, le prêt garanti par l'État. On ne peut pas faire le procès à ce gouvernement de ne pas protéger les entreprises, de ne pas protéger les emplois. Vraiment pas. Par contre, dans les entreprises, effectivement, moi je crois qu'il y a une diversité de situations. Des gens qui galèrent. Des gens pour qui le télétravail, c'est dur, parce que à la maison, c'est difficile, on a une seule chambre, on n'a pas de bureau séparé, parce que parfois, il y a cette confiance qui est limite du chef d'entreprise dans la productivité ou l'efficacité du télétravail. Oui. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire en télétravail. Et tout ça, il faut le voir avec beaucoup d'intelligence. Enfin, personne n'est... il y a de la nuance à apporter, il y a de la complexité à apporter. Mais quand votre entreprise, quand votre métier le permet, et quand il n'y a pas de sujet de santé, d'organisation, eh bien oui, il faut jouer le jeu. Et c'est pas. Mais qui va le définir? Qui mieux qu'un employé et qu'un patron sait s'il peut faire du télétravail? Eh bien, c'est l'employé, le patron, vous avez bien raison, qui le décide. Sauf qu'on a une personne aujourd'hui dans l'organisation qui sait avoir un regard objectif, c'est l'inspection du travail. Au chapitre du serrage de vis, une mesure dont on se serait bien passé et qui va concerner plus de 9 millions de Français dès demain à Paris et en Île-de-France. Le retour du masque à l'extérieur, il sera obligatoire dès l'âge de 11 ans. 135 € d'amende, là encore, ça serre la vis pour les contrevenants. Écoutez ce qu'en disent les médecins. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que les données de science ont écrit, donc sur les autres variants, c'est que globalement, en extérieur, c'est moins de 5% des contaminations. Oui, est-ce que 5% de gagné, c'est énorme? Probablement. Est-ce que psychologiquement, l'idée de dire qu'on va mettre le masque dehors et qu'il se passe quelque chose de grave, et que potentiellement, si on l'a dehors, la partie est gagnée, ça veut dire qu'on l'a dedans? Probablement. Mais très clairement, le risque aujourd'hui, il est en intérieur. Et il ne faudrait pas que ce type de message puisse signifier qu'à partir du moment où on a mis le masque à l'extérieur, on rentre chez les gens et on enlève le masque. Parce que ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. 5% des contaminations, nous dit-on, c'est infime. Pourquoi imposer aux Franciliens
une mesure inutile? Parce qu'en fait, il faut encore ralentir cette même vague. C'est pas pour embêter les Franciliens. Vous savez qu'on les aime bien, les Franciliens, même si je suis nantaise. C'est aujourd'hui les Franciliens, ils m'ont adopté. Mais très sincèrement, c'est jamais pour embêter ou de bon cœur qu'on prend des décisions comme ça. À chaque fois, elles sont territorialisées. Aujourd'hui, c'est sur le territoire de l'Île-de-France parce qu'il y a une circulation assez élevée du virus. Et encore une fois, avec beaucoup de bon sens et beaucoup de recul, regardez dans la rue. En toute honnêteté, combien de personnes ont recommencé à porter le masque dehors? Oui, mais c'est évident, chacun sait, quand il y a beaucoup de monde, eh bien on remet le masque naturellement. C'est exactement ça. Mais pas, on va se retrouver dans des situations qui vont être infernales, dans les parcs, on va avoir des policiers, des gens qui sont en charge de faire respecter la loi, qui vont courir après les Français, qui portent pas le masque à l'extérieur. Vous savez comment ça va se passer? On va se retrouver avec une amende pour rien. Sincèrement, les forces de l'ordre Est-ce que n'ont c'était jamais vraiment utile d'en passer par là? À chaque fois qu'on a pris une mesure, elle a été proportionnelle, elle a été utile, et c'est pour ça qu'on n'a jamais fait de décisions un peu arbitraires. Et à chaque fois, on a pris des décisions très localisées, quasiment territorialisées, et c'est ce que nous faisons encore. Mais chaque mesure... Mais concrètement, Sarah El Haïry, je me promène au jardin des Tuileries, qui est magnifique. Je suis donc dehors, il y a peu de monde, je ne porte pas le masque. Je suis dans l'illégalité. Oui. Est-ce que ça a du sens? Oui, il y a des règles aujourd'hui, elles sont faites pour être respectées, et on en appelle du coup à la responsabilité individuelle. Éviter que les forces de l'ordre puissent vous rattraper pour vous dire on vous met une amende parce que vous ne portez pas le masque. Eh bien, il faut une responsabilité de chacun. Porter ce masque. Est-ce que les forces de l'ordre n'ont pas autre chose à faire avec toutes les missions qu'ils doivent remplir plutôt que de courir après des gens qui sont dehors tout seuls et qui ne portent pas le masque? C'est pour ça que j'appelle à la responsabilité individuelle de chacun, et que, au lieu de laisser les forces de l'ordre vous contrôler, au contraire, soyons tous responsables. D'ailleurs, on l'a été pendant 2 ans. Et très sincèrement, je comprends qu'on en ait marre du masque. Je le comprends. C'est 2 ans qu'on le porte. Nous, on a dû le remettre avant les vacances scolaires dans les cours pour des piou-piou pour des enfants. Alors évidemment, on en a tous marre. Mais si à un moment, on voit que ces tensions continuent à monter, et c'est le cas aujourd'hui avec cette double vague Delta Omicron, alors oui, il faut faire un effort supplémentaire. On a réussi à sauver Noël, on l'a passé en famille, en se testant. Franchement, il n'y a jamais eu autant de responsabilités qu'aujourd'hui. Mais se tester, ça paraît évident, se tester, porter le masque en intérieur. Porter le masque, même pour ces 5% qui ont été rappelés, eh bien c'est important. Allez, c'est un dernier coup d'énergie nécessaire. Oui, ça fait 2 ans que vous nous dites ça. Mais vous savez, parce que notre ennemi, c'est le virus. Et pour le coup, lui, il continue à accélérer. Et du coup, on accélère quand il faut accélérer avec lui. Julien Arnaud. Avant de vous accompagner se balader aux Tuileries, Marie-Aline, en portant un masque, politiquement, est-ce que c'est pas un peu contradictoire et j'allais dire contre-productif? Car lorsque cette mesure a été annoncée, alors c'est pour Paris par exemple, mais c'est le cas dans de nombreux départements et cela depuis plusieurs semaines, on se dit, tiens, le Premier ministre vous avait dit, les contraintes, on va les faire poser sur les non-vaccinés. Moi, voilà, je suis vacciné, j'ai suivi les recommandations du gouvernement et allez, on m'impose encore une petite mesure dont je ne suis pas sûr de l'efficacité totale à 100%, si on en suit les résultats médicaux. Et puis, est-ce que ça alimente pas aussi ce côté efficacité pas prouvée à 100%, les anti-vax, les anti-pass sanitaires, disant voilà, le gouvernement nous impose un truc, c'est pas fiable, on est dans le complot, etc. Est-ce que politiquement, c'est pas contre-productif cette mesure? Soyons très sérieux et très objectifs. On n'a jamais pris une décision parce que politiquement c'était bankable. Jamais. Depuis le début de cette crise. En 2 ans, on a pris des décisions à chaque fois parce que c'était utile, parce qu'il y avait des conséquences sanitaires et parce qu'on en avait besoin. Et si on était juste dans une position où on courait derrière ce qui était fun ou ce qui était politiquement bankable, alors vous avez raison, on ne prendrait pas des décisions qui sont restrictives ou qui imposent des règles complémentaires ou supplémentaires, comme le port du masque à l'extérieur, comme des jauges dans les concerts ou arrêter de manger dans les cinémas, parce qu'on se dirait, bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore demander un effort? Les décisions que nous prenons, ce sont des décisions responsables pour lutter contre cette épidémie et nécessaires. Je n'ai pas parlé de bankable, j'ai parlé de contre-productif et ni de fun. C'est-à-dire que politiquement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut susciter une incompréhension et qui peut se dire, finalement, les mesures qu'on nous propose, c'est pas lisible? Écoutez, à chaque mesure, et si on reprend les dernières qui sont posées, c'est quoi? Des mesures territorialisées. Est-ce que nous avons besoin du masque à l'extérieur dans d'autres territoires? Peut-être, et ça sera toujours en concertation avec les autorités locales. Pas de décision générale, pas de décision comme ça qui s'impose à tout le monde en même temps. En Île-de-France, aujourd'hui, il y a un sujet territorial qui nécessite le port du masque à l'extérieur. C'est pour ça que ça a été acté. De l'autre côté, des règles sanitaires nécessaires
dans les concerts, pour protéger les concerts en réalité et la culture, pour ne pas venir fermer. Donc on fait quoi? On met des jauges. Et finalement, c'est au contraire. Au bout de 2 ans d'apprentissage, on a quoi? L'arme ultime. Ça reste le vaccin. L'arme ultime, c'est les gestes barrières. Et l'arme ultime, en fait, c'est la coordination des 3. C'est tout ce qu'on sait faire. Gestes barrières, aération. Il faut continuer à expliquer. Oui, parce que parce que le virus continue à être là. Et donc, tant que le virus est là, ce qu'on a acquis en 2 ans, c'est une expérience, c'est une expertise. Et aujourd'hui, on a des armes qu'on n'avait pas à l'époque. Et ces armes, aujourd'hui, on les déploie. Ces mesures, on les connaît. Et c'est pour ça qu'on les met en œuvre quand nous en avons besoin. Sarah Lahiri, je rebondis sur ce que dit Julien parce que c'est très très important. Est-ce que vous n'allez pas trop loin quand on pense que vous allez interdire dès lundi aux Français de boire et manger, donc les besoins nécessaires dans les trains où l'on peut passer 4, 5, 7 heures? Est-ce humain? Est-ce utile? Encore une fois, revenons au bon sens. Est-ce que si vous baissez votre masque 3 secondes, vous gorgez une gorgée d'eau et que vous remontez votre masque, est-ce que vous allez avoir une sanction? La réponse est non. Je ne sais pas, vous me dites que je vais avoir une sanction si je suis seule dans les Tuileries sans masque. Oui, parce que là, pour le coup, c'est l'irrespect de la règle totale. Pourquoi je parle de bon sens? Le bon sens, c'est quoi? Oui, mais la règle, c'est vous ne buvez pas dans les trains, donc c'est pareil. Mais, je veux dire, il faut revenir à la réalité. C'est quoi le sujet? C'est dans les trains, quand vous êtes à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça la réalité. Et que pour certains, c'était amusant de poser un repas et de manger une chips tous les 3 minutes pour faire durer le truc, le masque baissé, c'était en réalité un moment de diffusion du virus plus largement. Encore une fois, nous, notre ennemi, c'est ni... Non mais ce n'est pas moi qui crée les règles, mais il faut dire la vérité aux Français. De la même manière que vous m'avez dit très honnêtement, si vous êtes seul dans un parc sans masque, vous serez verbalisé. Est-ce que vous dites aux Français, est-ce que si vous mangez et vous buvez dans le train, est-ce que vous serez verbalisé? La réponse sera oui. La réponse sera oui, avec tout le bon sens nécessaire. Encore une fois, quand on parle... Faut revenir à... Non mais c'est important aussi pour ceux qui vont devoir appliquer ces règles dans les trains. Je pense aux contrôleurs qui vont devoir verbaliser un enfant de 8 ans qui est en train de manger, une grand-mère qui est en train de boire. Enfin, pardon, l'interdiction de boire et manger. On n'est pas dans Koh-Lanta, Sarah Lahiri. Non, et oui, c'est important et nous ne sommes pas dans Koh-Lanta et pourtant c'est important. Pourquoi? Parce que ça lutte contre quoi? Ça lutte contre des gens qui posent des repas sur leur plateau et passent 2 heures, 3 heures de TGV avec 3 chips dans la bouche, sans le masque. Quand vous avez fait l'effort de vous tester avant d'aller voir vos parents, en particulier pour Noël, et qu'à côté de vous, quelqu'un baisse le masque pendant toute la durée du repas et que peut-être qu'il est contaminé et peut-être qu'il vous contamine, je vous assure que cette règle, elle est utile. Après, moi, j'ai confiance dans les forces de l'ordre. J'ai confiance dans ceux qui contrôlent dans les trains et qui regardent avec... Est-ce que vous ne tirez pas trop sur la corde jusqu'à ce que les Français craquent? La corde, c'est le virus qui la pose. Cette corde, elle est là. Nous, notre job, c'est de protéger la santé des Français. Et oui, parfois de prendre des mesures qui ne sont pas hyper faciles, hyper simples. Mais encore une fois, l'objectif, le seul et l'unique, c'est protéger leur santé. Alors, dire que dans les trains, oui, il faut ne pas manger et boire, comme dans les cinémas, parce qu'en fait, tu baisses ton masque et tu passes ton temps à mettre des pop-corn et donc tu postillonnes. Et de fait, la personne qui est à côté de toi, peut-être que tu vas la contaminer parce que l'Omicron est hyper volatile. Alors oui, c'est du bon sens. C'est le seul point sur lequel Julien et je préfère... d'accord avec vous. C'est exactement la même règle dans le train. Vous postillonnez à côté. Il y a des non, mais c'est 5 heures, 7 heures avec des enfants, avec des nourrissons, des personnes âgées. Vous imaginez bien que personne ne va verbaliser personne parce qu'il y a un biberon dans l'enfant, dans la bouche d'un bébé de 3 mois. Soyons un tout petit peu sérieux. Pour un enfant, mais même moi qui suis plutôt en bonne santé, pendant 7 heures dans un train, j'aimerais bien qu'on laisse le droit de manger un petit bout. Manger un petit bout, non, faut éviter quand même. Boire un petit coup pour... Eh bien, tous les Français vont pouvoir participer à Koh-Lanta, voilà, ils seront entraînés grâce au gouvernement. Je pense qu'il faut rappeler une chose. On a envie d'embêter personne. On a juste envie de faire que nos hôpitaux ne craquent pas, que le virus ne circule pas plus que ce qu'il circule, et on en appelle à la responsabilité individuelle. D'ailleurs, les Français ont tenu, c'est un truc de fou. Plus de 92% se sont fait vacciner, ont un cycle vaccinal complet. On a aujourd'hui encore, même dans les plus petits, des tests qui sont faits, les étudiants le font. Donc franchement... Au contraire, moi j'ai confiance et ils savent très bien que malgré notre débat qui est un débat plus politique, on va dire pour expliciter, eh bien je suis sûre qu'ils ont confiance dans le bon sens de nos mesures. Alors ce matin, on vous voit, vous défendez, c'est votre job et vous le faites, il faut le reconnaître, vous défendez ces mesures, vous montrez des exemples, vous êtes plutôt clair en vous écoutant. Et aussi en vous écoutant, je me demande, vous êtes inquiète, très inquiète face à la situation? Vous savez, c'est pas une situation qu'on apprécie. Moi, j'adorerais, j'ai hâte qu'on sorte de cette crise sanitaire parce que moi, je suis en charge d'un des plus beaux ministères, la jeunesse. Et la jeunesse, elle a envie de quoi? Elle a envie de voyager, elle a envie de créer, elle a envie de elle a envie de danser, elle a envie d'aller en boîte. Et évidemment, tout ça, ça compte. Mais j'ai vu
je vois un pays qui tient alors que c'est long. Je vois aussi des fatigues. Des gens qui se sont fait vacciner une première fois, une deuxième fois, qui doivent faire des rappels et qui disent il y a un moment, on a envie que ça se termine, et je le comprends dans la vie intime de chacun. Au-delà de ce qu'on dit, on a un pays résilient, on a un pays qui tient. Intimement, chacun fatigue. Et ça, c'est réel. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que les gens pensent que les mesures qu'on prend sont absurdes ou sont pour les embêter. J'ai aucune envie de ça parce que c'est pas la réalité. Et à chaque fois qu'on en prend une, on y réfléchit, mais 1 million de fois. Et à chaque fois, elle est étayée scientifiquement. Parce que notre job, c'est surtout de ne pas épuiser plus. Il y a cette fatigue parce qu'on ne pensait pas que le virus allait durer aussi longtemps. Personne ne l'imaginait. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que finalement, cette énergie qui est nécessaire sur une année où on a beaucoup de débats démocratiques qui va arriver, où on a déjà beaucoup donné, eh bien qu'il n'y ait pas d'épuisement qui s'ancre. Et c'est pour ça que vraiment, encore une fois, c'est le bon sens qui doit tenir. C'est une responsabilité très individuelle. Et notre job, c'est de faire que ça tienne, quoi. Sarah El Haïry, la fatigue, elle est d'autant plus forte si l'on a du mal à comprendre le sens des mesures. Au chapitre des incohérences potentielles, on a appris ce matin, par la voix du délégué au tourisme et au PME Jean-Baptiste Lemoine, que les foires, salons, zoos, parcs d'attractions ne seront pas concernés par les jauges. Alors pourquoi imposer une jauge dans les concerts, notamment les concerts de Julien Doré, qu'on aime beaucoup, et pas dans les foires et les salons où l'on va retrouver des dizaines de milliers de personnes, voire des millions sur 3 jours? Moi, je veux bien qu'on en parle. Il y a 2 réalités qui sont différentes. Vous avez été à la foire. Moi, j'aime bien aller à la foire, et puis on a une à Nantes que j'aime bien. Comment ça se passe? Vous êtes à l'extérieur, il n'y a pas un attroupement vers la scène, vous n'êtes pas collés serrés, il y a des attractions, vous êtes en général en famille, en petits groupes. Vous n'êtes pas du tout dans la fosse, enfin pour ceux qui aiment les concerts, vous n'êtes pas dans une fosse, debout, le masque parfois ici, en train de être pleinement pris par l'énergie du concert. On ne ferme pas les concerts, on pose juste des règles pour qu'il y ait moins de monde et donc moins de risques de contamination générale. On n'interdit pas les concerts. Mais si on va dans un concert et qu'on est assis et qu'on ne mange pas et qu'on porte le masque, pourquoi imposer une jauge? Vous pouvez y aller à 2000. Et d'ailleurs, juste un sujet, parce que j'ai été députée. Et j'ai été députée de Loire-Atlantique avant de rentrer au gouvernement. Actuellement, il se passe quoi à l'Assemblée nationale? Il y a un débat démocratique. Nous, c'est la proposition que nous faisons. C'est la proposition du gouvernement. Une jauge à 2000 dans les concerts et 5000 à l'extérieur. C'est ça la règle. Sauf que il y a un débat. La commission, d'ailleurs, hier, la commission a fait, je crois, adopter des amendements qui disent mais un peu plus de proportionnalité, moins de jauge aux chiffres. Ce sont des débats parlementaires. Et le texte a vocation, évidemment, à être enrichi. Et c'est sain. Parce que nous, à la différence des autres pays, et d'un certain nombre, à chaque fois, nous avons donné un rendez-vous démocratique à nos mesures. Parce que vous avez raison, il faut que les Français voient pourquoi on le fait. Pardonnez-moi, Madame la Ministre, je suis très sincère. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dès demain, on me donnera une amende si je ne porte pas le masque seul dans la rue à Paris, et pourquoi on va autoriser le salon de l'agriculture, qui est très populaire, certes, en février, qui réunit combien de millions de gens? On parlait des foires où c'est possible, parce que c'est 600 000 personnes la dernière fois. Le salon de l'agriculture, pour qui l'a fait, qui a suivi des candidats. Foire, faut le dire, salon de l'agriculture masqué. Les allées, on est comme ça, on est les exposants plus quand il y a. Vous y étiez l'année dernière. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a très longtemps, mais il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des on contrôle quand même, on réduit, etc. Voilà. Mais on est serré, on est en intérieur. Et c'est là où moi je veux bien. Mais regardez, revenons un tout petit peu avec un peu de distance. Qu'est-ce qu'on se disait juste au début de cette émission? Les Français sont fatigués de nos annulations. Les Français sont fatigués de toutes ces règles qui sont extrêmement restrictives et compagnie. Et donc, on fait quoi? Eh bien, on essaye d'adapter pour avoir une vie qui ressemble le plus à la réalité, le plus au quotidien qu'on avait avant, mais avec des protections. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, poser des jauges dans les concerts, parce qu'on est assis, parce qu'on est distancié. Et peut-être demain, ces jauges auront une autre forme. C'est la question de la proportionnalité. Au salon de l'agriculture... Ce qui est plutôt du bon sens, finalement. Oui, ce qui est plutôt... Franchement, c'est un débat parlementaire qui va enrichir. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire et c'est sain d'avoir ce débat-là, et ce débat par la représentation nationale. Ça évite d'ailleurs de l'avoir sur les réseaux sociaux et d'avoir aujourd'hui une montée de haine qui va au pire, et je sais que vous recevez le député tout à l'heure, qui mène à la violence. C'est inacceptable, ça, c'est évident. Absolument inacceptable. Et c'est pour ça, pour revenir quand même et répondre à votre question,
qu'une foire, ce n'est pas un concert, parce qu'on n'y vit pas la même chose. Et on n'est pas dans la même... Bien sûr, mais 600 000 personnes au Salon de l'Agriculture, c'est beaucoup. Mais ils ne sont pas Sur 3 jours, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup, et ce n'est pas en même temps, et ce n'est pas ce qui est attendu, et ça dépendra de l'organisation. Et je suis sûre que Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre en charge, éclaircira les mesures et les règles qui sont établies pour ouvrir des événements comme cela. Mais encore une fois, on ne peut pas dire aux Français, vous avez tant attendu, vous avez tellement fait pour vous faire vacciner, vous avez respecté toutes les règles et finalement on vous prive de tout. Moi j'aime le Salon de l'Agriculture, pour être tout à fait honnête, j'y vais tous les ans. Mais moi aussi. Il y a un moment qui me plaît. Enfin, pas l'an dernier puisqu'il avait été annulé, mais c'est un moment qui me plaît et je me dis, si on sait mesurer et on sait accompagner, alors si on peut le tenir, c'est très bien. Une question sur le pass vaccinal. Il y a un bras de fer qui est intense à l'Assemblée. L'opposition est vent debout car elle juge cette mesure liberticide. Pourquoi l'imposez-vous après avoir promis aux Français qu'on n'imposerait pas un tel pass, qui est une forme de vaccination obligatoire finalement, à tous les Français dès l'âge de 12 ans le pass au quotidien? Le pass vaccinal n'est rien d'autre que la transformation du pass sanitaire. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a 92% des Français qui sont vaccinés, qui ont fait ce choix, qui ont fait parfois même ce choix sans en avoir la conviction première. Parce qu'ils avaient envie de protéger ceux qui sont autour d'eux, parce que finalement, ils allaient piocher au plus profond d'eux cette responsabilité un peu collective de se dire j'ai pas tellement envie, mais j'ai envie de protéger, j'ai envie de continuer finalement aussi à sortir, j'ai envie de protéger les miens, j'ai envie de participer à cet effort collectif. Et cela, franchement, je les salue. Parce que ce n'est pas toujours de très bon cœur qu'on le fait, mais ils l'ont fait. Et parce qu'ils l'ont fait, et qu'aujourd'hui, il reste encore 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, eh bien, on continue à poser des règles qui sont nécessaires pour ne pas fermer. Revenons à la réalité, revenons autour de nous. Je veux dire, parce qu'on a eu le pass sanitaire, on a réussi à garder nos écoles ouvertes, aujourd'hui nos facs ouvertes pour des examens en présentiel, nos entreprises qui tiennent le coup, des hôpitaux qui ne font pas le tri entre les patients. C'est ça la réalité. Et tout ça, ce n'est rien d'autre que le fruit d'une gestion de la crise sanitaire, ce qui nous permet de ne pas faire comme nos voisins, reconfiner. Merci beaucoup Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Merci Madame la Ministre d'avoir été notre invitée